Hello tout le monde et bienvenue sur Daily Debbie, la chaîne où on débriefe nos lectures et où on parle des petites et grandes choses de la vie. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit update lecture qui nous confirme que tout va mal dans ce monde. Je vais vous parler du bal des folles de Victoria Mass et également du meilleur des mondes d'Huxley. Bref, prenez votre thé, votre café ou un truc à grignoter et on y va! Alors du coup, commençons par Le bal des folles de Victoria Mass. Donc c'est un roman qui a gagné pas mal de prix. Il est sorti en 2019 si je dis pas de bêtises et il a gagné notamment le prix Renaudot des lycéens. J'ai entendu beaucoup de bien dessus, mais je voulais pas le lire à sa sortie parce que je voulais pas avoir d'attente, d'avoir de trop hautes attentes ou même être influencée par les avis que je pouvais lire par-ci par-là et du coup être déçue par ma lecture. Donc j'ai attendu j'ai attendu 2 ans pour le lire parce que bien sûr je suis dans le forcing mais voilà, j'ai attendu que la hype autour du livre tombe un petit peu et également oublier les avis que j'avais pu lire. Et ça tombe bien, parce que finalement, je le lis en 2021. Il est sorti en version poche, je l'ai eu pour 7 €, et en plus, il y a le film qui est sorti sur Amazon Prime récemment, là, en septembre ou octobre, si je dis pas de bêtises. Enfin bref, du coup, j'ai pu faire une pierre deux coups. Donc j'ai eu le livre en version poche, et je peux enchaîner directement en regardant sur le film. Donc c'est parfait. Mouah. Parlons un peu plus de l'intrigue pour ceux qui ne l'ont pas lu. Du coup, on parle d'Eugénie. Eugénie qui voit des fantômes depuis qu'elle est toute petite, mais c'est quelque chose qu'elle garde pour elle. C'est un secret, même pour sa famille en fait. Ils sont pas du tout au courant qu'elle voit les fantômes. Et avec sa famille, elle a un peu des rapports pas totalement conflictuels, mais en tout cas s'entend pas des masses avec son père parce que voilà, elle veut pas se marier, elle veut s'instruire, elle veut être indépendante et lorsqu'elle est pas d'accord, elle hésite pas du tout à le dire à son père. Et bon, on est un peu à la fin du 19e siècle, donc les droits des femmes, c'est pas un truc à la mode à cette époque. Et du coup, son père, il est un peu en mode oui, mais qui es-tu ? Son père lui fait un peu comprendre qu'elle a pas trop son mot à dire sur toute cette question. Mais voilà, malheureusement, la pauvre petite Eugénie va avoir son secret révélé et son père, il va pas du tout accepter qu'elle voit des fantômes et il va la faire interner. Vraiment son père, la pire des ordures parce qu'il se débarrasse carrément de sa fille et il l'a fait interner à l'hôpital psychiatrique, à l'hôpital de la Salpêtrière. Alors qu'il sait très bien que sa fille n'est pas démente, il sait très bien qu'elle est totalement saine d'esprit, il sait très bien que voilà, tout va bien chez sa fille, c'est juste, il veut se débarrasser d'elle, il a honte, et il la fout à l'hôpital psychiatrique, et puis hop, voilà, on passe à autre chose. Et on a Eugénie, du coup, qui va absolument vouloir s'enfuir de la Salpé. Je peux la comprendre. Donc voilà, on va voir cette intrigue qui se déroule dans le Paris du 19e siècle et surtout on va avoir l'histoire de l'hôpital de la Salpêtrière. C'est une prison mais c'est également un hôpital. Moi j'étais pas du tout au courant que la Salpêtrière avait une histoire aussi riche. Vraiment j'étais pas du tout au courant que avant que ce soit un hôpital, déjà c'était une prison. J'avais aucune idée que la Salpêtrière, qui est vraiment pas très loin de chez moi, en plus avait une histoire aussi riche. Mais bon, du coup, je me suis endormie moins conne les soirs où je lisais Le bal des folles, clairement. Et du coup, voilà, on apprend que la Salpé, c'est une prison, que ça a été une prison et que maintenant c'est un hôpital psychiatrique. Mais pour les femmes qui sont internées à la Salpêtrière, clairement, c'est toujours une prison parce qu'elle décide pas vraiment, même pas du tout, d'être internée à la Salpêtrière. C'est juste un endroit où on met les femmes dont on ne veut plus entendre parler, clairement. C'est un peu, ouais, voilà, pour cacher les personnes que tu ne veux plus voir, dont tu as honte, qui font un peu de l'ombre à ta vie, etc. Tu mets les meufs là-bas et puis fin de l'histoire, t'en entends plus parler, elles restent internées pratiquement à vie pour la plupart. Donc voilà, on va parler de la Salpêtrière, on va également parler du neurologue Charcot et d'autres médecins, là j'ai pas en tête les noms, mais de personnes voilà assez connues à leur époque et qui ont marqué l'histoire de la médecine. Mais j'étais un peu déçue parce que on va parler de ces personnes, mais on va pas trop creuser au niveau de l'histoire, ces personnes vont passer un peu en coup de vent, alors que voilà, ils ont marqué la période, c'est un roman historique, donc on aurait pu un peu plus pousser, leur donner un peu plus d'importance dans l'intrigue, et finalement pas du tout. Mais voilà, après de manière générale, j'étais contente de voir une intrigue qui se déroulait dans un lieu proche de chez moi,
et de connaître un peu l'histoire de la Salpêtrière. Après, par contre, j'ai été surprise, parce que c'est un roman historique, mais j'ai été surprise de voir le côté fantastique de l'histoire. Parce que comme je disais, Eugénie voit des fantômes, donc elle est capable de les voir et de communiquer avec eux. Et au début, j'étais un peu perplexe parce que je m'attendais à quelque chose de réaliste. Je m'attendais à découvrir le Paris de la fin du 19e siècle. Je m'attendais à découvrir l'organisation de la vie à la Salpêtrière et tout. Et finalement, je découvre une fille dans les premiers chapitres qui parle aux fantômes, qui s'interroge sur la vie de l'au-delà, et je me suis dit, oula, moi j'avais pas du tout signé pour ça. Mais finalement, tout le côté fantastique, il était ajouté par petites touches. J'ai trouvé que ça servait bien le récit, que ça remettait du dynamisme dans les moments où je m'ennuyais. Et surtout, on n'utilisait pas le côté fantastique pour faciliter la résolution des problèmes dans l'intrigue. Donc, voilà, ça m'a pas finalement plus dérangé que ça. Par contre, il y a quelque chose qui m'a un peu plus dérangée, c'est qu'on a mis le côté fantastique par petites couches, mais par contre, le côté féministe, par contre, là, c'était des gros pâtés et tout, j'étais un peu genre, ouh, calmons-nous. Parce que, voilà, l'autrice, elle veut nous montrer qu'elle écrit un roman qui est féministe, qu'elle est consciente qu'elle écrit un roman qui est féministe, et elle veut absolument que moi, en tant que lectrice, je comprenne que ce roman est féministe. J'ai envie de dire, c'est bon, j'ai compris, calmons-nous. Ton roman est féministe, ok. Alright. Parce que voilà, c'est bon, en fait, j'ai compris que ton roman il est féministe, t'as pas besoin de m'expliquer pourquoi une scène qui m'a révoltée, c'est bon, tu l'as bien décrite ta scène, donc t'as pas besoin de m'expliquer pourquoi ta scène, là, pourquoi X scène, elle est féministe. C'est bon, j'ai compris, je suis déjà énervée, je suis déjà révoltée. Pas besoin qu'on revienne dessus et que tu m'expliques pourquoi je devrais être révoltée. En fait, finalement, c'est triste parce que ces petits apartés, je les ai trouvés ridicules, clairement, mais en fait, ça me faisait rire, mais ça me sortait également totalement de l'intrigue. Donc, j'ai trouvé ça dommage. J'aurais enlevé ces petits apartés, ces explications qui disaient « Regardez comment mon roman, il est féministe et tout. C'est bon, on a compris, meuf, calme-toi. » Mais voilà, même si elle a voulu me faire comprendre à chaque page que son roman était engagé, ça a pas non plus gâché ma lecture. Oui, des fois, ça m'a sorti de ma lecture, etc. J'ai rigolé et tout. Mais ça n'a pas gâché ma lecture. J'ai beaucoup apprécié qu'on me parle pas uniquement du personnage principal, donc Eugénie, mais qu'on parle également de l'histoire des autres femmes. Donc on a Geneviève, l'infirmière qui est totalement dévouée aux internés, elle est quotidiennement avec elle fait du mieux qu'elle peut pour que leur quotidien soit vivable. On a également Louise qui, elle, a été agressée par son oncle, et on a également Thérèse. Donc Thérèse, c'est une prostituée qui... elle est contente en fait d'être à la Salpêtrière parce qu'elle trouve que la vie est beaucoup plus calme à la Salpê. Et le fait d'avoir en fait différents personnages comme ça permet, selon moi, de voir qu'il y a plein de personnes internées à la Salpêtrière et pas seulement des personnes en fait qui ont des troubles psychiatriques. La Salpê, c'était vraiment un endroit poubelle, clairement, où on se débarrassait des femmes qui gênaient. Et ça m'a fait beaucoup de peine, vraiment, j'avais aucun mal à imaginer le fait que ce soit vraiment produit, que ce soit vraiment une partie de l'histoire de Paris. Du coup, je m'intéressais en fait à leur sort, je voulais savoir ce qu'allait devenir Eugénie, je voulais savoir ce qu'allait devenir Louise, ce qu'allait devenir Thérèse, enfin je voulais vraiment... j'étais impliquée dans leur vie en fait, j'étais trop impliquée même dans leur vie, je voulais savoir ce qui allait se passer, et du coup à la fin j'étais en mode « Oh mais non et tout, c'est trop triste !» Enfin, la fin elle est trop terre à terre, la fin est trop terre à terre, et du coup, pour revenir sur le côté fantastique, une fin terre à terre comme celle-ci, ça m'a totalement fait oublier que Eugénie voyait des fantômes, parce que en fait, à la fin, c'est juste la triste réalité, quoi. Bref, du coup, j'ai mis 4 sur 5 au bal des folles. J'ai énormément apprécié ma lecture et je voulais vraiment savoir si et comment Eugénie allait pouvoir s'échapper de l'hôpital psychiatrique. Et je voulais savoir également comment elle allait réussir à se soustraire de l'emprise de son père, parce que en fait, elle est sous sa responsabilité, c'est lui qui l'a internée à la Salpêtrière. Donc voilà, comprendre un peu toute sa stratégie, comment elle a réussi à s'enfuir, etc. Autre bon point, c'est qu'on a réussi à résoudre cette énigme en 230 pages. Donc c'est un tout petit roman, je vous le remonte, il est vraiment tout petit le roman. Et c'est rare des romans courts, donc quand ils sont courts, il faut le préciser. Ensuite, j'ai lu Le meilleur des mondes, donc retour au classique. Je crois que j'ai ce livre dans ma bibliothèque depuis que je suis entrée au lycée, donc ça veut dire il y a plus de 10 ans, mais je l'avais jamais lu.
Je crois que c'est un peu la couverture, enfin je sais pas, les bébés dans les bocaux, les yeux fermés, etc. Enfin, je sais pas, ça me faisait, je pense, un peu peur. Mais ma foi, voilà, j'ai grandi, j'ai mûri, j'ai pris du courage. Du coup, bah voilà, Linda m'a proposé de faire une petite lecture commune et j'ai dit oui. Voilà, je suis une personne courageuse et je ressors grandie de cette lecture. Mais je vais pas vous mentir, je ressors plus que déroutée de ma lecture. Pour ceux qui connaissent pas l'histoire, ça parle d'une société où on n'a plus d'enfants par voie naturelle, donc les bébés sont décantés. Ça veut dire qu'ils se développent, ils naissent et ensuite ils grandissent dans des sortes d'usines à bébés, d'usines à enfants. Et durant toute leur enfance, selon la catégorie sociale dans laquelle ils sont, ils vont être endoctrinés pour qu'ils pensent d'une certaine manière et qu'ils soient à 100% utiles à la société. Donc on évolue dans une société où les familles n'existent pas, la monogamie du coup est prescrite et la consommation à outrance est recommandée. Et la seule émotion acceptée, ce qui est très bizarre, c'est la plénitude, c'est le bonheur, c'est le bien-être, etc. C'est vraiment les valeurs qui sont promues dans cette nouvelle société. Déjà je suis un peu perdue parce que le titre c'est le meilleur des mondes, mais dès les premiers chapitres, pas forcément le tout premier, j'ai envoyé un message à Linda et je lui ai dit mais en fait cette société c'est juste l'horreur. C'est vraiment un enfer sur terre. Je me projetais totalement en fait dans cette société et je me voyais dépérir comme un ver de terre sous le soleil. Enfin, c'était un truc de malade. Et en fait, cette sensation, elle a duré durant toute ma lecture. Et Linda me disait, non mais en fait, c'est une dystopie. T'es pas supposé apprécier cette société. Et j'étais en mode, non mais je sais, mais je sais pas pourquoi. Je m'attendais à lire en fait la description d'une société parfaite. Et ensuite, petit à petit, grâce aux personnages principaux et à leurs mésaventures, à ce qui leur arrive, etc., j'allais me dire, ah mais en fait, cette société, elle craint. Mais pas du tout. Pas du tout. Dès le début, j'étais grave mal à l'aise. J'étais grave mal à l'aise avec le fait qu'on donne très peu d'importance à la vie et à la dignité humaine. J'ai trouvé aussi qu'il y avait un truc très dérangeant autour de l'hyperconsommation et que même le sexe, finalement, ce soit quelque chose qu'on doive consommer à outrance. Je sais pas, j'étais grave mal à l'aise, je sais pas, j'étais pas bien durant ma lecture, mais je pense que c'était un peu l'effet escompté aussi par l'auteur lorsqu'il a rédigé Le meilleur des mondes. Et là, deuxième malaise, je m'attendais à ce qu'on m'offre une solution, mais pas du tout en fait. Pas du tout. Parce que Bernard c'est le personnage principal, il découvre une nouvelle société, donc c'est la société des sauvages, il me semble que c'est un autre nom mais que j'ai totalement oublié. Et cette société, je sais pas si c'est moi qui n'ai pas compris, mais je la rapproche à notre société actuelle. Et même là, je me disais non mais en fait, ça va pas, c'est l'enfer ce truc. Ce qu'il nous décrit, c'est vraiment l'enfer, peu importe la société, ça me convient pas. Et même Bernard, je voyais bien qu'il se disait mais en fait c'est pas folichon. Donc j'étais en mode on fait quoi? Parce que là les personnages ils étaient au bout de leur vie. J'étais au bout de ma vie et du coup c'est grave triste, il y a personne pour nous sauver. Moi je lis pour qu'ils me sauvent, ils me sauvent pas, ils sont au bout de leur vie. Donc on est tous là en mode on est en train de se noyer. Et j'avais l'impression que le auteur il disait regarde Bernard, regarde bien Bernard hein, parce que malgré tous les efforts qu'il fait, il est pas heureux. Donc l'herbe, elle est pas verte ici, elle est pas non plus verte ailleurs apparemment, vu que quand il va chez les sauvages, il est pas content. Donc en fait le bonheur, ça n'existe pas, genre le bonheur c'est no way. En fait, durant toute l'intrigue, je me suis demandé si c'est possible d'être heureux lorsqu'on se sent ou qu'on est effectivement différent des autres, et aussi si c'est possible que tout le monde soit heureux tout en gardant la paix sociale, tout en gardant la paix sociale. Et après avoir terminé Le meilleur des mondes, j'étais en mode, c'est pas gagné, pas sûr que ce soit possible en fait. Du coup, j'ai mis 3 étoiles au meilleur des mondes. Il me semble que le texte est découpé en 3 ou 4 parties, et sur la deuxième partie, c'est vrai qu'on m'a un peu perdue, parce qu'à certains moments, le texte est un peu compact. Il faudrait que je retrouve un moment dans le livre. Par exemple, là, tout simplement, là, vous voyez, je sais pas si vous allez voir, je vais zoomer au pire, mais en gros, c'est grave compact, on peut pas souffler, même les dialogues, ils sont là, ils s'enchaînent, etc., on peut pas respirer, et ça me perdait, en fait, j'étais obligée des fois de relire des phrases, voire relire des paragraphes pour être sûre d'avoir bien compris, et même là, en l'ayant terminé, je suis pas sûre d'avoir tout compris.
Enfin bref, j'ai également eu du mal après à m'attacher au personnage. Par exemple, Bernard, enfin, je sais pas, je me suis pas du tout attachée à lui, même des fois il me faisait clairement chier. Et finalement, c'est le personnage de Lénina, l'un des seuls personnages féminins, soit dit en passant, du livre, qui m'a le plus touchée, pas forcément parce que c'était une fille, mais parce que j'arrivais pas... Oui, parce que de toute façon, j'arrivais pas du tout à la blairer quand j'ai découvert son personnage, mais enfin bref. Mais j'ai beaucoup aimé Lénina parce que elle est totalement endoctrinée. Enfin, elle, sa vie, c'est comme l'a dit le gouvernement, elle se pose pas de questions. Elle est heureuse, elle vit sa vie au jour le jour. Enfin, vraiment, elle respecte en fait tout ce qu'on lui a toujours appris. Et vu qu'elle s'entiche des mauvaises personnes, et surtout qu'elle s'entiche de personnes qui se posent énormément de questions et qui ne sont pas forcément heureuses dans leur vie, bon en fait t'as la Matrix et elle est là, elle sait pas quoi faire et elle commence à réfléchir alors qu'elle a jamais été amenée à réfléchir avant. Enfin, la meuf elle est cassée, elle est là comme ça, elle essaie de ramener les morceaux entre eux alors que c'est clairement foutu. Ce qui m'amène au point que j'ai particulièrement apprécié dans Le Meilleur des Mondes, c'est que l'auteur nous amène à réfléchir sur ce qu'est le bonheur. J'ai l'impression que le bonheur et la satisfaction de manière générale, c'est quelque chose de commun et pas d'individuel finalement. C'est-à-dire que si t'es malheureux et que tu te sens pas bien, ça aura des répercussions sur les personnes qui t'entourent et du coup par effet boule de neige, ça aura forcément des répercussions sur toute la société vu que tout le monde connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, etc. Et vraiment c'est ce qui m'a le plus c'est ce qui m'a le plus marqué dans ce roman, mais après je dois avouer que je suis pas sûre d'avoir tout capté. Même je suis sûre que j'ai pas tout capté. Je suis même sûre de pas avoir tout capté. Du coup, ouais, si vous l'avez lu et que vous avez compris totalement autre chose ou que vous avez compris la même chose, enfin bref, n'hésitez pas à me le dire. Avec Léno, on a beaucoup parlé du Meilleur des Mondes quand on a terminé notre lecture, donc je pense qu'on peut toujours continuer le débat dans les commentaires ou en MP, c'est comme vous le souhaitez. Enfin bref, du coup c'est tout pour moi. Le Meilleur des Mondes et Le Bal des Folles, j'ai envie de dire des lectures totalement what the fuck, mais que j'ai beaucoup apprécié. Et vous, si vous avez apprécié la vidéo, bah, comme d'hab, hein, n'hésitez pas à liker. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Je vous envoie des cœurs sucrés. Tchuss!